Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire de l'actualité ce vendredi 30 novembre, les Gilets jaunes qui continuent leur mobilisation et se préparent pour un nouveau week-end de revendications. Ils ont été rejoints par des lycéens ce vendredi. Les professionnels des transports publics persistent aussi dans leur blocage. On en parlera avec Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et justement, dans un instant, vous nous direz tout sur les blocages des dépôts pétroliers et la situation des stations essence dans la région. Et puis vous découvrirez aussi la Saint-Jacques fumée dans ce journal, une nouvelle recette mise au point par un costarmoricain. Et avec cette recette, il a su séduire les palais des chefs étoilés. Les carnets de collecte de Théodore Hersart de la ville marquée sont exposés au musée départemental breton depuis ce vendredi. Ces carnets du 19e siècle constituent le socle de travail à l'origine d'une œuvre majeure pour la région, le Barzaz-Breiz. Ce vendredi, Édouard Philippe recevait 2 gilets jaunes pour tenter de désamorcer le conflit qui dure depuis 2 semaines. Un rendez-vous qui a tourné court et qui n'a pas permis de trouver de solution. Ici, en Bretagne, le préfet du Finistère a décidé de mettre un terme au campement des gilets jaunes installé sur un des ronds-points de Brest depuis le 17 novembre. Selon le préfet, la présence des manifestants avait un impact négatif sur l'activité économique de la zone commerciale. Les gilets jaunes avaient installé des tentes, des caravanes sur place et se relayer pour maintenir une présence sur le rond-point. Frédéric Lorenzon était sur place ce vendredi matin. Je vous propose d'écouter la réaction d'un des gilets jaunes. Faites d'évacuer de force les 2 ronds-points tenus par les gilets jaunes à Brest, c'est-à-dire le rond-point de Pénarcleuse et le rond-point d'Ikea, ne fait qu'ajouter de la colère aux gilets jaunes. Ce qui nous est favorable pour la manifestation de demain, je pense. Et il n'y a pas qu'à Brest que la mobilisation des gilets jaunes a des conséquences sur les commerces. Dans le Morbihan, face à la baisse d'affluence et à une perte du chiffre d'affaires, le préfet a décidé d'autoriser l'ouverture des magasins dans certaines zones commerciales et certains centres-villes du département. Ils pourront ouvrir les dimanches 2 et 9 décembre. L'ensemble des communes concernées par cette mesure est à retrouver sur le site de la préfecture du Morbihan. Et nous retrouvons tout de suite Benjamin Bréon. Et Benjamin, les Gilets jaunes ont élargi leurs revendications. Mais le carburant qui avait été le déclencheur initial du mouvement reste au centre du jeu. Bah oui Julie, dès qu'on parle de carburant, la situation est explosive bien sûr. Alors en fait, quel est le fond du sujet, Les entreprises de travaux publics bénéficient pour faire tourner leurs engins de la défiscalisation du gazole non routier. Leur litre sort à peu près à 80 centimes. L'annulation de ce taux réduit le ferait passer au 1er janvier à 1,30 € quand on a des machines qui consomment jusqu'à 300 litres par jour. Forcément, ça pèse. Un chef d'entreprise rencontré ce vendredi à Brest parlait de 30 000 € par an de frais supplémentaires. C'est ce qui explique leur mobilisation devant les dépôts pétroliers. Ils veulent donc absolument se distinguer du mouvement des Gilets jaunes. Oui, ils sont à part du mouvement des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, jeudi à Brest, ils sont passés aux gilets orange pour bien montrer la différence. Et d'ailleurs, ce vendredi à Lorient aussi, ils ont fermement éconduit les lycéens qui cherchaient à se joindre à eux. Pour autant, est-ce que ces entrepreneurs du BTP sont isolés? Eh bien non. Dès jeudi à Brest, quelques agriculteurs qui bénéficient eux aussi de taux réduits sont venus exprimer leur inquiétude. Ils ont été rejoints ce vendredi par des patrons pêcheurs. La pêche, évidemment, est une très grosse consommatrice de carburant. Le patron d'un fileyeur évoquait des pertes de salaire de l'ordre de 400 € par personne si une augmentation similaire leur arrivait. En plus, et là, c'est pas de chance pour le gouvernement, mais avec le mauvais temps en mer, peu de bateaux sont sortis et donc beaucoup de marins sont libres pour éventuellement se joindre au blocus. Quant aux agriculteurs, ils ne sont pas encore collectivement mobilisés, mais enfin, si l'idée prenait au gouvernement de leur faire craindre la fin de leur défiscalisation, il ne serait pas long à s'y mettre. Et on imagine que cela commence à avoir des répercussions sur les consommateurs, ces blocages de dépôts pétroliers ? Oui, Julie, ça commence. Jeudi, les premières stations-service ont fermé leurs portes dans l'agglomération lorientaise, faute de carburant. D'autres ont commencé à rationner à 30 € leur livraison. Il faut dire que le dépôt de Lorient est stratégique. Il alimente les 4 départements bretons. Celui de Brest, lui, fournit les stations du Finistère, de l'ouest des Côtes-d'Armor et d'une petite partie du Morbihan. Il ne semblait pas, ce vendredi soir, sur le point d'être débloqué. Une 60aine d'artisans du BTP étaient sur place avec des remorques pleines de déchets, prêtes à être déversées en cas d'intervention des forces de l'ordre. Alors attention, pas de panique inutile pour l'instant de vous ruer sur les stations-service. Il est clair quand même que la situation se tendrait rapidement si les blocus devaient durer.
Et on suivra évidemment la situation. Merci beaucoup Benjamin en tout cas pour cet éclairage. Et à noter sur ce sujet, vous en avez parlé Benjamin, que ce vendredi des lycéens bretons ont rejoint le mouvement des Gilets jaunes à Lorient, Saint-Malo, Landerneau ou encore Brest et Morlaix. Des cortèges de plusieurs centaines d'élèves se sont formés dans les rues ou aux abords des établissements. Ils dénoncent entre autres les réformes du système éducatif comme Parcoursup ou encore l'augmentation des frais d'inscription à l'université. Et nous reviendrons très largement sur le mouvement des Gilets jaunes en Bretagne lors d'une émission spéciale présentée par Hubert Coudurier. Sur le plateau, Jacqueline Moureau, un gilet jaune de Brest, mais aussi Agnès Lebrun, maire Les Républicains de Morlaix, Thierry Mérette de la FDSEA du Finistère, Pierre-Yves Cadalin de la France Insoumise et Didier Legac, député de La République En Marche. Une émission à retrouver ce samedi à 11h et ce dimanche à 20h45, mais aussi en replay sur les sites internet de TBO et TB Sud. À Lorient, ce sont 2200 tonnes de bois broyé, issus essentiellement des déchetteries, qui vont prendre la direction de la Suède, un pays très avancé en matière de transition énergétique. Ce bois va servir à alimenter de nombreux réseaux de chaleur et c'est une première pour le port de commerce de Lorient. Et c'est aussi une façon de diversifier ses filières d'export. Le chargement devrait se faire en début de semaine prochaine. L'ambition de Veolia, faire partir 4 à 5 bateaux en 2019 vers les pays nordiques, comme nous l'explique Johan Burban au micro de Karine Chevrolier. Alors on a des solutions en France de recyclage ou même de valorisation énergétique, mais aujourd'hui en fait les Bretons trient très bien leur bois et donc on se retrouve à des volumes qui sont collectés, qui sont supérieurs aux capacités de recyclage. Il s'agit de bois brut en fin de vie, c'est-à-dire qu'un bois qui a été verni, qui a été peint, qui a pu être légèrement traité et donc qui doit être recyclé. Et donc pour nous c'est une opportunité d'éviter l'enfouissement, d'éviter de saturer nos plateformes et de trouver une véritable seconde vie pour apporter de la matière première secondaire. Et c'est le moment de retrouver votre chronique toute image, La Bretagne en 5 infos. Elle est préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo. La journée de samedi va être chargée. En plus des Gilets jaunes, la CGT, FO et FSU appellent à une mobilisation nationale contre la précarité. Des actions sont prévues en Bretagne et notamment à Quimper, Brest, Morlaix et Rennes. À Douarnenez, le comité des usagers de l'hôpital public manifestera pour le retour du SMUR 24 heures sur 24. Saint-Brieuc s'interroge sur la gratuité des bus. Jeudi soir, le rapport annuel des transports en commun a lancé le débat au sein du conseil de l'agglomération. Avant de prendre une décision, le premier vice-président Ronan Kerdaon propose de s'intéresser au cas de Dunkerque, qui applique déjà la gratuité. À ce jour, le réseau coûte 14 millions d'euros, alors que la billetterie rapporte 3 millions. À Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan, la fête du village préféré des Français est désormais bien loin. Jeudi, le maire a poursuivi son premier adjoint et 2 journalistes devant le tribunal correctionnel de Vannes. La raison, Jean-François Humeau juge diffamatoires les propos tenus par l'élu dans un magazine parisien. Le jugement sera donné le 24 janvier prochain. Bru va découvrir le foot du futur. Le mensuel de Rennes vient de l'apprendre. La commune d'Ille-et-Vilaine sera la première en France à accueillir des matchs de drone soccer lors du salon Take and Play en mai prochain. La Corée du Sud raffole de ce jeu où le but est de faire entrer son drone dans un cerceau. Jazzy ne tient plus en place. Perdu au Drenec dans Finistère il y a 17 mois, ce gros chat norvégien va enfin retrouver ses propriétaires qui ont déménagé entre-temps dans la Meuse. Samedi, pourtant, ils ne vont pas hésiter à avaler les 1000 km de route pour le récupérer. Émus aux larmes à la nouvelle, ils ne manqueront pas de remercier Marie, une employée agricole qui s'est démenée pour retrouver les maîtres de Jazzy. Et nous parlons gastronomie à présent et les fruits de mer seront sans doute sur de nombreuses tables lors des fêtes de fin d'année. Et parmi les produits phares, la Saint-Jacques. Et si on la déguste souvent nature, à Saint-Caux-le-Guildo, un breton a décidé d'innover et de la préparer fumée. Une recette qui a séduit jusqu'au chef étoilé. Mathilde Kemener va vous mettre l'eau à la bouche avec son reportage. 2 fois par semaine, cet artisan se rend au port de Saint-Caux-le-Guildo pour s'approvisionner directement auprès de son pêcheur en coquille Saint-Jacques. Il y a 5 ans, cet ancien cadre dans l'industrie pharmaceutique a créé son entreprise, le Fumoir de Saint-Caux.
Simplement parce que ça me permet de récupérer directement les coquilles Saint-Jacques qui vont être encore dans l'Euro, juste prélevées il y a à peine 1 heure. Donc on va être vraiment sur un produit d'exception pour notre transformation derrière. Donc là aujourd'hui, je t'ai pris 62 kg, si tu peux me prévoir 180 kg pour lundi. Ouais, pas de problème. À l'approche des fêtes de fin d'année, les commandes sont plus importantes. Pour réaliser la parfaite Saint-Jacques fumée, il a effectué une multitude de tests. Chaque étape est chronométrée, mais le temps de salage et de fumaison est gardé secret. Donc le salage, en particulier sur la Saint-Jacques, va permettre d'extraire l'eau des cellules pour à la fois concentrer son taux de sucre naturel, mais également son arôme noisette. Et en même temps, grâce au salage, on va aussi obtenir un mélange de textures. C'est-à-dire qu'en bouche, on va avoir une noix avec de la fermeté sur toute sa couronne et du fondant à cœur. Ce travail précis et naturel a conquis des chefs étoilés en Bretagne et dernièrement un palace à Paris. Dans le fumage, c'est souvent trop salé, trop fort en goût, trop fort en fumée parce que ça a été matraqué. Wilfried fait des produits excellents et il y a une subtilité dans la fumaison qu'il propose. Ces Saint-Jacques ainsi que ses saumons et ses haddocks fumés sont référencés au Gotemillo. Ils sont en vente dans son magasin à Saint-Caloguildo. C'est un événement pour le monde littéraire et culturel breton. Les carnets de collecte de Théodore Hersart de la Ville-Marquée sont exposés depuis ce vendredi au musée départemental breton à Quimper. Théodore Hersart de la Ville-Marquée est le breton qui au XIXe siècle a collecté les chants de la région et les a publiés dans une œuvre intitulée Barzaz-Braise. Ses carnets de collecte, sa correspondance et sa bibliothèque ont été acquis par les archives départementales. Et cette première présentation des carnets n'est qu'un premier pas, comme vont nous l'expliquer Bruno Corr et Maël Cariou des archives départementales. On les écoute. C'est un moment important parce que c'est l'histoire du musée, c'est l'histoire des archives, c'est l'histoire des archivistes qui tout d'un coup se concentrent ici dans ces vitrines du musée accessibles au grand public. Si on doit faire une sélection en cas de difficulté, si on doit pointer ce qui est essentiel, les carnets de la Ville-Marquée seront bien évidemment dans les archives essentielles qu'il faudrait parmi d'autres, mais parmi beaucoup par contre, sauver ou préserver prioritairement. D'ici à l'horizon 2021, le fonds La Ville-Marquée et la bibliothèque d'études va être classés et au fur et à mesure va être valorisé dans un grand partenariat entre le musée breton, les archives et le centre de recherche Bretagne et Celtique pour présenter tous ces documents révélés et nous conduire comme cela par des présentations physiques et numériques jusqu'à une grande exposition en 2021 pour présenter au grand public la richesse du Barzaz-Braise et du fonds d'archives La Ville-Marquée. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Ce soir, vous retrouvez dans votre magazine L'Instant T Xavier qui reçoit l'artiste Jeanne Haddad. Elle vient nous parler de son second album dans une interview. C'est une émission que vous retrouvez, vous le savez, à 19h15 et à 23h15 et puis en replay sur le site internet de TBO. Et puis pour les fans de rugby, ce samedi à 18h, vous pourrez suivre en direct la rencontre de Fédéral 1 entre Rennes et Nantes. Voilà, passez un bon week-end sur nos antennes et puis surtout une belle soirée. Je vous retrouve lundi. À bientôt.